Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les statistiques ethniques et religieuses ont été interdites en France. Il est illégal, dans notre pays, de compiler et d'exploiter des bases de données relatives aux origines et aux religions des gens. Pour la simple et bonne raison que sous Vichy, il y a moins de 100 ans, il y avait des listes. Des listes qui ont servi au pire. Des mots sur des feuilles de papier. C'étaient des petites données, somme toute inoffensives. Juste des petits bouts de texte et de chiffres. Des caractères imprimés dans des dossiers. Nom, prénom, date de naissance, adresse, appartenance religieuse, filiation. Des données. Des petits bouts de données qui ont été utilisés par les services de l'État pour sélectionner des gens, des familles entières et les mettre dans des wagons à bestiaux, direction la mort. Juste parce qu'une petite case, une toute petite donnée dans leur dossier indiquait qu'il fallait envoyer à l'adresse de ces gens des policiers français, tôt le matin. Les forcer à prendre un minimum d'affaires, les entasser dans des camions et les regrouper avant de les envoyer à la gare pour un long périple dont presque aucun ne reviendrait. Tout cela était légal, ignoble, mais légal. Tout cela a été permis par l'exploitation des données personnelles. Et à l'époque, l'ordinateur n'existait pas. C'était des fiches papier. Dans l'histoire qui suit, je vais vous raconter une projection en avant. Je vais vous narrer comment, dans votre futur hypothétique, aux alentours de l'année 2030, de profonds bouleversements politiques, sociaux, économiques et technologiques ont peu à peu fait sombrer l'Occident dans une forme de dictature volontaire et légale, permise par la technologie et l'exploitation des données personnelles. Un glissement lent, à coups de petites lois bâtardes, qui ont, année après année, grignoté un peu plus nos libertés. Le problème fondamental avec le pouvoir, ce n'est pas quand on cherche à l'acquérir, c'est quand on cherche à le conserver à tout prix. Soyez les bienvenus dans French Dystopie. Acte 1. Des manifestations d'une rare violence. Dans les années 2030, il n'était pas très bien vu d'être un homme politique. Vraiment pas bien vu du tout. Car la politique était perçue par la population comme étant l'instrument par lequel elle s'était, par grande désespérance, retrouvée massivement dans les rues. En effet, entre le chômage de masse, l'immigration climatique, l'absence de politique véritablement écologique, l'instabilité gouvernementale et une série de réformes impopulaires dans la plupart des régimes parlementaires, d'immenses manifestations se sont tenues dans toute l'Europe. Ça ne sentait pas très bon. Il y avait des millions de gens dans les rues. Vous vous souvenez des Gilets jaunes? Cette fois-ci, c'était 10 fois plus gros, et c'était mondial. C'était aussi beaucoup plus violent. Dans certains pays, ça a été très mal géré par les autorités, notamment en France. Il y avait une forme de jusqu'au-boutisme à l'Élysée. Le pouvoir était tendu, ça ne sentait vraiment pas bon. Pour la première fois, depuis de nombreuses années, il y avait eu des morts dans les manifestations. On avait dépassé le stade des mutilations au LBD. Un cycle de violence et de surenchère s'était enclenché. La tension sociale était telle que beaucoup de manifestants, à bout, cherchaient effectivement à en découdre. Les pavés volaient, les boules de pétanque aussi. Des paysans répandaient du fumier devant les ministères et bloquaient les rues avec leurs tracteurs. Même les jeunes des cités avaient fini par descendre dans les rues. Certains avaient des armes blanches. Il y avait même des chasseurs. Ils avaient réussi à se pointer avec leurs fusils. Ça ne sentait pas très bon pour le pouvoir politique. L'État a cherché à tout prix à rester sur sa ligne. Après tout, il n'y a eu que 5 morts cette semaine. Regardez nos voisins, ils ne font pas mieux. Il y en a eu plus de 100 en Espagne. Le pouvoir était aux abois. Le président voulait envoyer l'armée dans les rues, juste histoire d'intimider les personnes armées. Mais les généraux refusaient. Mes gars ne voudront pas y aller. Et de toute façon, ce n'est pas leur boulot. On a bien vu comment ça a dégénéré en Italie et en Espagne. Le président était furieux. Sur le papier, il était le commandant suprême des forces armées. Mais la Grande Muette ne voulait pas prendre part aux discussions. L'État ne pouvait compter que sur la police et la gendarmerie. On avait mis en place des plans d'évacuation d'urgence dans les ministères. Dans les grandes villes, la plupart des écoles étaient fermées. Beaucoup de hauts fonctionnaires préféraient travailler depuis chez eux, le trajet jusqu'au boulot étant devenu extrêmement dangereux. Certains feintaient d'avoir troqué leur costume-cravate contre de simples pullovers et leurs chauffeurs privés contre des scooters. Certains quartiers des grandes villes étaient interdits d'accès et gardés par des gendarmes et des soldats de la mission Sentinelle.
Contrôle d'identité systématique, route barrée, juste une petite porte installée au milieu d'un grillage de fortune. Il fallait soit habiter, soit travailler dans la rue pour passer. Sinon, il fallait faire d'immenses détours. L'État, très affaibli, du haut de sa tour d'ivoire, faisait la sourde oreille et tentait des coups de communication. Mais les belles promesses intenables étaient étouffées par le hurlement des sirènes de police, de pompiers et de gendarmerie un peu partout sur le territoire. Encore que, dans les campagnes, c'était plutôt calme. Pour garder un semblant de contrôle, le gouvernement ordonna la mise en place d'un couvre-feu et un système d'attestation de sortie. Les déplacements interrégionaux furent interdits, non pas pour empêcher la propagation d'un virus, mais pour empêcher les manifestants de monter sur Paris. Les hommes politiques avaient une peur bleue du peuple. Comme ce n'était pas bien d'employer cette terminologie, ils disaient qu'ils se méfiaient des militants séditieux armés, des radicaux, des fascistes ou des islamo-gauchistes. Tout dépendait du bord politique de l'élu. Autour de l'Assemblée nationale, une zone d'exclusion avait été mise en place. Aucun rassemblement autorisé. Plusieurs compagnies de CRS en permanence. Les députés allaient et venaient sous escorte policière. Les voitures recevaient des jets de pierre, parfois même des cocktails Molotov. De jour comme de nuit, ça clignotait bleu dans les rues de Paris. Au bordel ambiant s'ajoutait une petite mélodie dans les médias. Les manifestations étaient tournées en ridicule et dépossédées de leur substance profonde. On faisait passer les manifestants pour des casseurs, des séparatistes violents qui détestaient la démocratie, des gens venus pour piller, pour casser, pour brûler les petits commerces, des gauchistes, des écologistes extrémistes qui ne comprenaient rien à l'économie. Ils voulaient détruire la République et ses valeurs, en découdre avec la police. Il y en avait, c'est vrai, mais c'était surtout des gens à bout. Pas de boulot, pas de quoi habiller les gosses, l'aide alimentaire chaque jour, des PME qui coulaient chaque semaine faute de clients. Des petits patrons, endettés jusqu'au cou. Des paysans qui se suicidaient. Une pression fiscale inouïe depuis les plans de relance successifs. Les gens étouffaient, et certains étaient prêts à commettre l'irréparable pour de nouveau respirer. Éditorialistes et membres de la majorité s'en donnaient à cœur joie. Dans les tours et les immeubles des grandes chaînes nationales, un balai incessant de députés, ministres, économistes, experts en maintien de l'ordre, philosophes, chacun avec sa petite mélodie à lui. Une petite mélodie qui, dans le fond, était strictement la même que celle des autres. Ils récitaient leur partition, tandis qu'en coulisses, les policiers et les gardes du corps qui les avaient escortés jusqu'au bâtiment, lui aussi sous très haute protection, les écoutaient en sirotant du café. « Ils s'attaquent à la République et ses symboles. Ils ne passeront pas !» À droite, on voulait toucher à la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Il fallait légiférer pour reprendre le contrôle du territoire national. Les politiques, pour la plupart, voyaient le monde à travers le prisme des médias. Ils se disaient qu'en interdisant les couvertures des manifs, c'était comme si elles n'existaient plus. Ne pas montrer les choses, c'était les faire disparaître, non ? Dans le champ médiatique, des termes tels que journalisme militant anti-républicain, journaliste manquant de neutralité, journalisme de complaisance avec les séditieux commençaient à pleuvoir. Il y avait une odeur nauséabonde. Il y avait les bons journalistes, ceux qui corroboraient la parole gouvernementale et montraient la violence des manifestants, ceux qui n'allaient pas trop sur le terrain et qui filmaient de loin, ceux qui prenaient le temps d'interviewer les députés et autres hommes politiques sans jamais remettre leur parole en question. Et il y avait les mauvais journalistes, non, pire encore, les faux journalistes, ceux qui ne méritaient même pas leur carte de presse, vu qu'ils donnaient la parole aux séditieux, qu'ils filmaient des flics en train de tabasser des gens. Tout ça hors contexte, ces gens-là fabriquaient des images pour déstabiliser le pouvoir. C'était des gauchistes. On inventait la culpabilité de relais de l'information nuisible. La classe politique était obsédée par cette volonté de contrôle du réel, par le contrôle de l'image qu'il renvoie. C'était presque orwellien. Vous l'entendez, cette petite mélodie ? Cette petite mélodie rythmée par le claquement des bottes sur le bitume. On commençait à en décerner les premières notes dans les médias. Le tempo était donné par le ministère de l'Intérieur. Ils étaient ridicules, ces députés et ces ministres qui défilaient sur les plateaux. Ils se contentaient de placer leurs éléments de langage habituels. Ils enchaînaient les sophismes et les arguments bidons. Ils étaient tous aussi interchangeables les uns que les autres et dépourvus de charisme, de vrais petits robots. Jamais ils ne se remettaient en question. Sauf pour sous-entendre, peut-être, parfois, peut-être, qu'ils étaient trop intelligents pour le français moyen, qu'ils n'étaient, dans le fond, peut-être pas assez pédagogues, qu'il fallait mieux expliquer aux gens car ils n'avaient pas bien compris l'action du gouvernement. Le problème, voyez-vous,
c'était qu'ils étaient beaucoup trop intelligents et nous trop bêtes. Dès qu'ils se retrouvaient face à un manifestant, ces politicards de plateau jouaient la carte de la complaisance et adoptaient un ton extrêmement paternaliste. « Oh, comme je vous comprends, madame, vous qui élevez seul vos 2 enfants alors que vous n'avez pas d'emploi et que tout votre argent part dans votre loyer. Je vous comprends si bien, moi qui gagne 8 000 € par mois. L'État est là pour vous, vous savez, madame. Avez-vous pensé à demander la nouvelle aide qui vient d'être créée? Je suis sûr que vous êtes éligible. » Quel spectacle pitoyable. Parfois, avec un cynisme total, les patrons des chaînes d'infos en continu faisaient exprès d'inviter des manifestants incapables de construire une vraie pensée politique. Le mec parlait pas très bien, était mal coiffé, mal rasé, portait des vêtements de pauvre. Il ne regardait pas la bonne caméra, avait une fausse assurance dans la voix. Oh, comme c'était touchant. Pourtant, il n'était pas bête. Il voyait ce qui déconnait dans sa vie. Il savait dire sa souffrance, mais pas d'où elle venait. Il était content qu'on l'invite à la télé. Il était là, parmi les gens en costume cravate rompus à l'exercice. « Y en a marre des impôts et des taxes, on fait que payer, payer, payer !» Mais enfin, monsieur Flantier, l'impôt permet le bon fonctionnement de la collectivité. Vous savez, il faut payer les professeurs, les hôpitaux, les routes, les pompiers. Ah oui, je sais, mais... Et en plus, je crois savoir que ceux de votre tranche d'imposition bénéficient d'une nouvelle prime de redistribution. Vous savez, grâce à la nouvelle réforme de notre gouvernement, on vous reverse tous les mois 150 €, c'est automatique. Ah bon? Ce qu'on ne disait pas à Monsieur Flantier, c'est que bien qu'on lui reversait 150 € par mois, dans le même laps de temps, le coût de sa vie avait augmenté de 2 fois cette somme. Le prix du carburant avait triplé en quelques années. Ça commençait à devenir rentable d'acheter un véhicule électrique. Il y avait même des aides pour ça. Mais Monsieur Flantier s'en fichait, il voulait juste garder sa vieille Peugeot. En l'espace de 10 ans, le prix des denrées alimentaires avait augmenté de 20%, 2% par an. Sur la viande, c'était 40%, et on ne parlait même pas des loyers qui avaient pris 17%. 1,7% par an. Le salaire de Monsieur Flantier, lui, en revanche, n'avait pas bougé d'1 centime. Quand c'est progressif, on ne se rend pas compte qu'on se fait avoir. Notre Monsieur Flantier, au moment où il était sur cette chaîne d'information en continu, il payait 950 € de loyer. Il y a 10 ans, il ne payait que 788 € pour le même appartement. 161 € dans la tronche en 10 ans. Mais d'une année à l'autre, ça ne faisait que 17 €. Vu qu'il avait cessé d'aller au restaurant plus d'1 fois par mois, il avait quand même l'impression d'économiser. Comprenez ceci. Dans presque tous les domaines des dépenses de la vie courante, les coûts augmentaient de manière géométrique, mais pas les salaires. Les dividendes des actionnaires, elles, en revanche, explosaient. Les millionnaires poussaient comme des champignons, les pauvres aussi, malheureusement. La plupart des gens en avaient marre. Le discours de fausse ouverture et de dédain, à peine dissimulé de la classe politique, provoquait de grandes tensions. Un peu partout en Europe, des groupes violents ont émergé, en réponse à la violence des gouvernements. Je vous rappelle que dans les manifestations de 2030, il était possible de perdre la vie. Parfois, à force de prendre des coups de matraque sur la tête, parfois noyé dans la Seine, suite à une charge de CRS. On ne vous repêchait pas. Je vous l'ai dit, les gilets jaunes de votre époque, c'était qu'un tout petit début. Les phénomènes de déclassement n'ont fait qu'accélérer. Si le flic responsable de la mort de l'un de vos copains n'avait pas été filmé par un manifestant ou la presse, vous pouviez être sûr qu'il ne serait jamais poursuivi. Les gars avaient beau avoir des caméras piétonnes, comme par hasard, ça ne filmait pas à ce moment. L'impunité était presque totale. La majorité des flics qui avaient une conscience professionnelle et qui osaient émettre des réserves se faisaient écraser par leur hiérarchie. Et leurs collègues, les plus violents, bien que minoritaires, étaient promus. Il suffisait d'un seul flic ultra-violent pour anéantir le travail de dizaines d'autres qui cherchaient à bien faire, avec humanité, honneur et respect. Mais le ministère de l'Intérieur laissait couler. La fracture entre la population et sa police était telle qu'il y eut de grandes vagues de démissions chez les forces de l'ordre. D'autres se sont mis à ne fréquenter que des collègues, à rester entre eux. D'autres encore mentaient sur leur métier ou faisaient croire qu'ils restaient dans les bureaux pour traiter des dossiers. Le besoin, en termes de maintien de l'ordre, était tel que ça recrutait à tour de bras. Des milliers de recrutements chaque année. Ils ont abaissé drastiquement les critères de sélection. Formation accélérée au maintien de l'ordre qu'ils ont appelé ça. Il suffisait d'avoir 5 sur 20 pour être pris. Les instructeurs avaient l'obligation de repérer et laisser passer les plus violents. Je me souviens avoir vu des jeunes CRS, à peine majeurs, en train de tabasser un grand-père. Il voulait juste rentrer chez lui. Il rentrait du marché. J'en avais vu d'autres poser leur casque et se mettre à pleurer en hurlant « Bon sang, mais qu'est-ce que je fous là ?» Tandis qu'à leurs pieds se trouvaient des flaques de sang.
le sang des manifestants qui avaient été tabassés quelques secondes plus tôt. Quelques instants plus tard, ils étaient tapés par leurs collègues et exfiltrés de la manif. Dans les moments d'extrême tension, ils ont utilisé un nouveau genre de gaz lacrymogène. Outre le fait de brûler les yeux et de faire tousser, il obstruait quelques instants les poumons, provoquant durant quelques secondes une sensation d'étouffement. C'était presque métaphorique. C'était du grand n'importe quoi. C'était effrayant. En dehors des manifestations, la petite routine habituelle continuait. On traitait les affaires courantes, mais dans la rue, c'était une sorte de zone de non-droit. Il n'y avait plus vraiment de procédure. Les policiers qui n'étaient là qu'en renfort vivaient dans une forme de schizophrénie professionnelle. Au bureau, on suivait la procédure. Dans les rues, c'était un peu plus arbitraire, voyez-vous. Des projectiles volaient dans les deux sens. Les uns tiraient des pavés et des cocktails Molotov, les autres des grenades et des LBD. Il arrivait parfois que certains flics à bout sortent leurs armes. La plupart du temps, ils tiraient en l'air. Ça glaçait le sang des manifestants, qui s'éloignaient, mais c'était de courte durée. Surtout que ça poussait les exaltés du cortège à remonter en avant. Et certains d'entre eux étaient aussi armés. Je me souviens d'une scène terrible où un policier, voyant son collègue pris à partie, menaça des manifestants avec son arme de service, tandis que 2 de ses collègues tiraient en l'air. Mauvaise idée. Dans les minutes qui suivirent, une demi-douzaine de chasseurs et de paysans armés de carabines arrivèrent. Heureusement, grâce au courage exemplaire d'un gendarme mobile et d'un manifestant, personne ne tira sur personne. Chacun abaissa son arme et l'écart entre les boucliers des CRS et le reste du cortège fut agrandi. La scène, filmée par de multiples personnes, tournait en boucle sur les chaînes d'information en continu. Le terme de guerre civile commençait à être martelé, inlassablement, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Ça arrive, ça vient, la guerre civile, la guerre civile. Au bout d'un moment, les gens n'osaient plus trop sortir. Seuls les plus déterminés et prêts à en découdre se rendaient aux manifestations. Mais ce qui avait véritablement stoppé les mouvements de contestation et empêché un basculement qui était sur le point de se faire, c'était que l'Europe avait décidé en urgence d'ouvrir les vannes. Des milliers de milliards d'euros furent débloqués comme par magie. Fonds de solidarité pour les populations européennes, qu'ils ont appelé ça. Pour calmer la grave crise démocratique en cours, ils nous ont mis sous perfusion de pognon. C'était un genre de revenu universel qui ne disait pas son nom. Le fait est que le contexte économique et la tension sociale l'avaient rendu nécessaire. 650 € par mois pour tout le monde. En échange, les gens fermaient leur gueule et arrêtaient de manifester. Ce n'était pas dit comme ça, bien sûr, mais le matraquage médiatique était orienté de la sorte. Victoire de la rue, le peuple obtient son dû, plus aucune raison de manifester, les gens ont gagné. Pour calmer les esprits, le ministre de l'Intérieur, Harold Ladier, demanda une réforme de la doctrine du maintien de l'ordre, et quelques mois après, il démissionna. Certains députés qui avaient tenu des propos extrêmement problématiques et jeté de l'huile sur le feu furent virés de leur parti. Ils se reconvertirent dans le privé où leur attendaient des postes bien payés. Des dizaines de policiers qui jusqu'ici jouissaient de l'impunité pour leurs crimes en manif furent écroués et écopèrent de lourdes peines. Les garanties données par le ministre de l'Intérieur avaient expiré en même temps que sa démission. C'était plus facile de faire sauter quelques préfets et policiers que de virer des hauts fonctionnaires. Des familles endeuillées qui n'avaient jamais vu leur enfant rentrer de manifestation bénéficièrent de généreuses compensations et purent enfin connaître la vérité. Un sentiment de justice fut créé artificiellement et entretenu par les médias. Tout ça, c'était derrière nous. Maintenant, on pouvait de nouveau aller de l'avant, faire la fête, boire des coups, se retrouver. La paix sociale avait été achetée par de l'argent, des démissions et des condamnations. Mais cette parenthèse de répit fut de courte durée. Acte 2. Tenir les gens par l'argent. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que ces soi-disant avancées sociales majeures faisaient partie d'un plan bien plus vaste. Un plan de reprise de contrôle des États sur leur population. Un plan dissimulé derrière une loi qui allait de pair avec le fonds de solidarité et les sanctions symboliques. C'était la loi de transition numérique de l'économie, de la citoyenneté et de la sécurité des biens et des personnes. Derrière ces mots se cachait une vraie saloperie législative qui viendrait poser les bases d'une dictature technologique qui ne dirait pas son nom. Tenir les populations par l'argent était autrefois une évidence. Suite aux récents événements, c'était devenu un impératif. Alors les États décidèrent de s'allier aux banques et à des cabinets privés de consulting. Pour que le plan réussisse, il fallait que les monnaies centrales deviennent totalement numériques et hégémoniques. La loi, qui avait des équivalents dans presque tous les pays de l'Union européenne, reposait sur 3 volets. La numérisation de l'économie,
la numérisation de la citoyenneté et des services de l'État et la numérisation de la sécurité. Sous couvert de simplifications administratives et de bons en avant démocratiques, on prescrivait en fait une mise en séquestre des libertés publiques, contrôlée par des algorithmes. Bien entendu, ce fut lent et progressif, ce ne fut pas non plus présenté comme cela à la population. D'ailleurs, la presse traditionnelle n'a, dans mon souvenir, presque jamais évoqué le sujet. Ils ont commencé par s'attaquer à la blockchain et aux monnaies décentralisées. Les coins et autres tokens avaient le vent en poupe. Un vent de liberté monétaire qui ne plaisait pas aux banques et au gouvernement. Ah ça non, il fallait que ça change. Comme les États et les banques centrales n'avaient aucun contrôle dessus et qu'ils ne pouvaient pas détruire la blockchain du fait de sa décentralisation, ils se sont attaqués à ses usages. À force de lois et de mesures, ils ont coupé et saboté les liens entre les crypto-monnaies et l'économie réelle. Alors que ça commençait à être à la mode, il est devenu illégal pour une entreprise d'accepter des paiements en monnaie décentralisée. Les fermes de minage furent contraintes de se déclarer aux autorités sous peine d'amende très élevée. Sous prétexte d'écologie, les compagnies d'électricité furent enjointes à couper régulièrement le courant des fermes de minage, ce qui ralentit considérablement le traitement des transactions sur la blockchain. De nouvelles normes interdirent aux fabricants de cartes graphiques de produire des composants performants pour le minage. Il fallait impérativement que miner te fasse perdre de l'argent, notamment via ta facture d'électricité. Les banques centrales, bénéficiant de la capacité à créer de l'argent ex nihilo, ont dépensé des milliards pour racheter des coins et des tokens, parfois jusque 100 fois le prix du marché, avant de les revendre pour des clopinettes. Le cours est devenu extrêmement instable, et vu que dans les crypto-monnaies l'élément essentiel était la confiance, ils ont fait en sorte qu'on ne puisse plus faire confiance au marché. Les plus grands services d'achat et vente de tokens furent sommés de se déclarer aux autorités et aux banques. Ainsi, tout virement de monnaie centrale vers une de ces plateformes fut taxé du jour au lendemain. Le fait d'acheter des monnaies décentralisées avec de la monnaie centrale faisait perdre de l'argent aux gens, parfois jusque 30% de la somme. En gros, si vous vouliez acheter un bitcoin pour 50 000 €, il fallait en réalité dépenser 65 000 €. Vous perdiez 15 000 € dans l'opération. Même chose pour les transactions inverses. Convertir une monnaie décentralisée en monnaie centrale coûtait là encore 30% de la somme. Vous commencez à comprendre, ils ne pouvaient pas empêcher la blockchain de fonctionner. Alors ils ont mis des bâtons dans les roues de ses utilisateurs. En l'espace de quelques mois, les cours se sont effondrés et l'utilisation des monnaies décentralisées est redevenue un truc de geek passionné. Ajoutez à tout cela un discours médiatique bien rodé, et le tour était joué. Les éditorialistes et les économistes s'en donnaient à cœur joie. La blockchain, c'était devenu pas rentable, pas fiable. Vu que c'était pas traçable, c'était pas sécurisé. C'était utilisé par des trafiquants, des gens louches, voilà. À toute heure, on pouvait voir des reportages sur ces horreurs financées par les crypto-monnaies. Ils forçaient l'amalgame entre blockchain, darknet et crime organisé. C'était la première phase du volet économie de la nouvelle loi. Ça a pris 1 ou 2 années. C'était relativement facile. Pour la seconde partie, ils ont dû ruser. Ils ont supprimé l'argent liquide. Non, vous ne rêvez pas. Ils ont supprimé l'argent liquide. Oh, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Ça a pris plusieurs années. Mais ils ont réussi à faire en sorte que les billets de banque et les pièces de monnaie appartiennent au passé. Au début, ils ont fait des choses dures à voir et à comprendre quand on ne s'y connaît pas en économie. Ils ont tout simplement commencé à détruire plus d'argent liquide qu'ils n'en imprimaient. Ça vous paraît irréaliste ? L'Europe a déjà fait le coup à la Grèce il y a quelques années pour faire un coup de pression à leur gouvernement. Du jour au lendemain, plus d'argent dans les distributeurs. Bref, je reprends. L'idée ici n'était pas de faire un coup de pression, mais bien d'assécher les liquidités. Mais il fallait que les gens soient d'accord avec ça. Alors, on leur a fait croire que c'était ce qu'ils voulaient. Ils ont introduit le paiement sans contact, sécurisé et sans plafond, à l'aide de son smartphone ou de sa carte bleue. À la télé, des spots publicitaires avec des petits vieux qui font la queue tandis qu'ils comptent leurs pièces et leurs billets, alors que juste à côté, on pouvait voir des jeunes qui paient en 2 secondes leurs courses grâce à une appli développée par leur banque. Et en plus de ça, ils pouvaient savoir où ils en étaient dans leurs dépenses et recevaient des avantages à chaque achat sans contact. Sur les réseaux sociaux, des influenceurs furent grassement rémunérés par le ministère de l'économie et par des banques pour inciter les plus jeunes à demander à leurs parents de leur ouvrir des comptes jeunes sans contact pour gérer leur argent de poche. Dans ces vidéos sponsorisées par l'État, on voyait des influenceurs, parfois jeunes, parfois vieux, faire des unboxings dans leur décor aussi artificiel que leurs attitudes. Ils vantaient les mérites des super cartes sans contact qui venaient d'arriver sur le marché. Elles étaient si cool, elles étaient personnalisables. On pouvait mettre l'image qu'on voulait dessus.
En plus de ça, pour chaque jeune de moins de 18 ans qui en faisait l'acquisition, l'État lui offrait 100 €. Décidément, l'argent liquide, c'était un gros truc de boomer. Après les plus jeunes, les gouvernements ont aussi eu le reste des gens par l'appât du gain. Quand ils ont commencé à expliquer que pour des raisons écologiques, on allait imprimer moins d'argent, ils ont créé des campagnes de dépôt. En gros, à chaque fois que vous déposiez de l'argent liquide sur votre compte, il était crédité de 10% d'intérêt. Si vous déposiez 100 € en liquide, votre compte était crédité de 110 €. Une aubaine, n'est-ce pas? Mais il y avait une face cachée un peu bâtarde. Pour éviter l'inflation, ils se sont mis à détruire des sommes équivalentes. Comment? Tout simplement en taxant les entreprises à chaque dépôt de liquide. Pour déposer 100 € en liquide en tant qu'entreprise, il y avait une commission de 10%. Imaginez, un boulanger ramène 1000 € en liquide à sa banque. Commission de 10%, son compte n'est crédité que de 900 €. Vous commencez à comprendre la logique? Pour éviter de perdre des sommes délirantes, les petits commerces se sont mis à refuser le liquide. En plus, l'État leur finançait leurs nouveaux terminaux de paiement numérique. Auparavant, ces solutions étaient payantes. Le sans-contact s'est généralisé, tout comme la virtualisation des transactions. Le coup de grâce, ça a été la suppression progressive des distributeurs automatiques de billets. Normal, les commerces n'acceptaient plus le liquide. On pouvait toujours retirer au guichet, mais il y avait une commission de 10%. Retirer de l'argent, c'était en perdre. À la communication positive autour des paiements numériques, s'ajoutait une communication négative autour de l'argent liquide. Ça pollue, c'est pas traçable, personne ne l'utilise sauf les criminels. C'est dépassé. C'est dépassé. C'est nous qui nous étions fait dépasser par une communication bien rodée et une soi-disant simplification des actes de consommation. Maintenant que toutes les transactions étaient devenues traçables, à chaque instant, les banques pouvaient savoir qui donne de l'argent à qui. Ils avaient même repris le concept d'envoi d'argent à un proche de PayPal. Transfert de petites sommes, immédiatement sans frais d'un simple geste de l'index. Ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est que dans ces réformes du système économique, les États, via de petits articles de loi très discrets et techniques, s'étaient auto-octroyés de nouveaux droits, notamment celui de consulter librement et de manière automatisée les comptes bancaires de tous les citoyens. C'était passé sous les radars. Officiellement, c'était pour faciliter les statistiques, déterminer les budgets des ménages. C'était censé être anonymisé. Mon cul, oui. Ils ont littéralement violé les RGPD. Mais ils s'en foutaient. Vous voulez connaître l'autre truc vicelard qu'ils ont créé? Le prélèvement automatique des amendes. Un peu comme en Chine, l'État pouvait désormais se servir librement sur ton compte bancaire en cas d'infraction. C'était géré par des algorithmes, pratiquement aucune intervention humaine. Et ce n'était que le début. Acte 3. Numériser le rapport à l'État et à la citoyenneté. C'est là qu'à titre personnel, j'ai commencé à comprendre là où nos dirigeants voulaient en venir. Quelque temps après toutes les réformes économiques, on a commencé à entendre un terme revenir en boucle dans les médias. Ce terme, c'était celui de citoyenneté numérique. Derrière cette jolie formule se cachait le vote électronique et la fin de l'anonymat sur Internet. Chouette, n'est-ce pas? On allait pouvoir élire son député ou son président de région directement via une appli ou un site web. Je choisis monélu.gouv.fr. Ils ont usé et abusé de campagnes de communication autour de ce truc. À partir de 2039, le vote deviendra obligatoire et numérique. Plus d'infos sur jechoisis-monélu.gouv.fr. Le vote devenait obligatoire. Ils ont criminalisé l'abstention. Le fait de ne pas voter provoquait le prélèvement d'une amende de 35 € directement sur notre compte bancaire pour refus d'exercice de citoyenneté. Inversion des valeurs quand tu nous tiens. Le pire, c'était qu'on ne savait pas trop ce qui se passait en coulisses. Le code du système de vote électronique était censé être open source, mais il manquait certains fichiers. Pire encore, selon certains ingénieurs en informatique, ce qui était public n'était pas vraiment le code qui était installé sur les serveurs du ministère de l'Intérieur. Ça commençait à sentir très mauvais. Mais ce n'était que le début. La levée de l'anonymat sur Internet a été un nouveau coup dur pour les libertés individuelles. Ils ont inventé un identifiant unique, l'ICNF, pour Identifiant de citoyenneté numérique française. Un code unique, composé de chiffres et de lettres, qui permet d'identifier n'importe quel Français. En informatique, on appelle ça un UUID. Officiellement, ça allait servir à sécuriser les votes et démasquer les criminels en ligne. Fini les trolls sur Twitter, le harcèlement et les arnaques. La vérité, c'est que ça allait permettre de fliquer tout le monde sur Internet. En effet, il est devenu obligatoire d'utiliser un ICNF pour s'inscrire sur une grande plateforme type Facebook, Gmail ou Twitter. Oui, les Américains, et notamment la NSA, nous ont beaucoup aidés sur ce coup.
Mais l'ICNF, c'était surtout nécessaire pour utiliser Internet. Chaque ouverture de ligne chez un FAI nécessitait un ICNF. Pour les lignes préexistantes, SFR, Orange, Bouygues et Free ont redirigé tout le monde progressivement vers une jolie page. Une page d'activation de ligne qui était en fait hébergée par le ministère de l'Intérieur. Ils ont été malins. Il suffisait de se connecter juste une fois et on le restait à vie. Du coup, on l'oubliait. On l'oubliait, cet identifiant unique qui se cachait derrière notre activité en ligne. À chaque message, à chaque photo, à chaque vidéo. Ça a été vendu comme un code d'activation et non comme un code d'identification. C'était strictement la même chose, mais la formulation était importante. On ne te disait pas que ça servait à te tracer, mais à activer ta ligne. C'était une simple formalité, une procédure. En l'espace de quelques mois, les services du ministère de l'Intérieur pouvaient identifier n'importe quelle activité en ligne. Et les VPN dans tout ça, me direz-vous? Les plus gros ont été obligés de se conformer aux nouvelles réglementations en vigueur. Pour pouvoir continuer à vendre leurs services, ils se virent obligés d'ajouter à la volée sur tous leurs paquets des ICNF. Mais aussi, si d'aventure ils encodaient les connexions de leurs clients, de fournir des clés de déchiffrement aux autorités. S'ils ne collaboraient pas, outre de lourdes amendes, les FAI bloquaient leurs IP et donc les connexions de leurs clients. Dans les médias, de temps en temps, on vantait les mérites de l'ICNF. Les taux d'abstention étaient au plus bas, on pouvait chatter directement avec nos élus, donner notre avis via des sondages en ligne. Il y avait même des sortes de votes consultatifs de la population, mais ils n'avaient aucune valeur légale. C'était pour nous faire croire qu'on avait un véritable impact sur la politique du pays. Que nenni! On ne faisait toujours qu'élire des gens pour qu'ils décident à notre place. Pourtant, avec un pareil outil, ça aurait été très simple de mettre en place un système de référendum. Beaucoup ont promis d'étudier la question, mais une fois élus, ils ne l'ont jamais fait. Je ne compte plus le nombre de reportages qui montraient comment les harceleurs en ligne avaient été arrêtés par la gendarmerie en quelques jours. On voyait des témoignages poignants de victimes dans les médias. Décidément, Internet n'était plus la jungle d'autrefois, c'était devenu un endroit sûr où on pouvait s'exprimer librement. Surtout que les gens ne se posaient pas tant de questions. Ils continuaient de faire leur petite vie, de papoter sur Discord, WhatsApp, Facebook et Twitter, comme si de rien n'était. Mais là encore, tout cela n'était qu'un début, une grande illusion qui préparait le terrain à autre chose, comme le fut la réforme du système économique. Le SNIS, c'était le nouveau jouet du ministère de l'Intérieur. SNIS pour Système numérique interconnecté des services de sécurité. Il s'agissait d'une immense base de données destinée à centraliser toutes les informations possibles sur la population. Outre le fait de regrouper dans un immense système de fichage toutes les données dont disposait l'État sur nous, il s'agissait en plus d'espionner nos activités en ligne. Vous vous souvenez des révélations d'Edward Snowden sur les écoutes massives de la NSA ? La plupart des États, effrayés par les manifestations violentes des mois précédents, finirent par tous mettre en place des solutions d'espionnage massif de la population. Non seulement il s'agissait de compiler des données sur tout le monde, un travail facilité par l'identification de citoyenneté numérique, mais en plus, il s'agissait d'appliquer à tout cela un traitement automatique grâce à des algorithmes boostés à l'intelligence artificielle. À partir d'un ICNF, de votre plaque d'immatriculation, de votre numéro de téléphone, de votre nom, de votre mail ou de n'importe laquelle de vos informations privées, le ministère de l'Intérieur allait, grâce au SNIS, être capable de trouver toutes les autres. Numéro de sécu, identification fiscale, nom, prénom, photographie, date de naissance, plaque d'immatriculation du véhicule, adresse physique, adresse mail connue, dernière déclaration d'impôt, relevé bancaire, pseudonyme connu, compte sur les réseaux sociaux, casier judiciaire, historique de navigation sur 2 ans, message privé, numéro de téléphone, dernier SMS envoyé, dernière position GPS connue. Il y avait aussi les données relatives aux proches, enfants, parents, amis. C'était du lourd. Tout, absolument tout ce que nous faisions en ligne était capté et analysé par le ministère de l'Intérieur. Cette petite saloperie qu'était le SNIS avait été votée discrètement par la majorité en pleine nuit. C'était un vrai scandale. 112 voix pour, 38 contre et plus de 400 abstentions. Vous vous rendez compte ? 400 députés de la nation n'ont même pas fait l'effort d'émettre un avis sur ce texte qui viendrait poser bien des clous sur le cercueil des droits civiques fondamentaux. Mais peu importe. Derrière le SNIS, il y avait une directive européenne que chaque pays qui compte a fini par appliquer. La Quadrature du Net, Amnesty International et la CNIL ont émis de très grandes réserves quant au SNIS. Il y a eu des manifestations, elles ont été très encadrées et bien moins massives que les émeutes des mois précédents. Ça se passait bien, trop bien même. À croire que l'État avait compris la leçon ? Très peu de CRS ?
Presque pas de lacrymo, les gens défilaient avec des pancartes et scandaient « Le SNIS! Le SNIS! On n'en veut pas! Dictature numérique! Non, non, non! Bientôt, bientôt, la France sera la Chine !» Dans les cortèges, quelques milliers de personnes tout au plus. C'était un amalgame de boomers complotistes, de gauchistes et plus atypiques d'avocats, de jeunes geeks et d'ingénieurs en informatique. Bien entendu, dans les médias, on n'interrogeait que les deux premiers. Alors au lieu d'entendre un avocat spécialisé en vie privée ou un militant de la Quadrature du Net nous expliquer pourquoi le SNIS était un danger pour la démocratie, on entendait Janine, 54 ans, qui nous expliquait que tout cela allait de pair avec la 6G, que c'était pour contrôler nos esprits via nos données, que c'était un coup des Américains qui avaient mis au point des machines pour les ondes cérébrales. Pour décrédibiliser le mouvement, tout comme ils l'avaient fait lors des émeutes, les grands médias mettaient des gens un peu limités ou totalement déconnectés face à des députés de la majorité avec des argumentaires bien rodés. Le porte-parole du gouvernement, Antoine Gabrion, écumait les plateaux télé pour nous expliquer que le SNIS servirait avant tout à protéger la sécurité des biens et des personnes, qu'avec cet outil, on allait pouvoir, grâce au traitement numérique des données, repérer des terroristes et des prédateurs sexuels, amender automatiquement des chauffards, retrouver des enfants enlevés. Comment osez-vous dire que vous ne voulez pas retrouver des enfants enlevés ? Et nous expliquait que l'usage du SNIS serait dans tous les cas très contrôlé, qu'on saurait à chaque instant quel gendarme, quel policier l'utilise et pour quel motif, que tout abus, bien entendu, entraînerait des sanctions. Cerise sur le gâteau, dans tous les cas, il ne serait mis en service que dans 5 ans. On avait le temps de voir venir les choses, le temps de changer d'avis. Mon cul! Une information en chassant une autre et la contestation n'étant pas très grande, les gens oublièrent peu à peu le SNIS. Mais pas l'État, qui continua de mettre au point et de perfectionner le système à l'aide d'entreprises privées habilitées. Cette saleté était mise au point par un curieux amalgame d'intérêts privés et étatiques. Ça sentait tellement mauvais. Durant les 5 années de développement du SNIS, les caméras se mirent à pousser comme des champignons. Même dans les petits villages où, objectivement, elles ne servaient à rien. Il y avait des caméras partout. Le pire, c'est qu'elles étaient très petites et très discrètes. Pas plus grandes qu'une GoPro. La surveillance massive de la population était en marche. Il était impossible de se promener dans la rue sans que ses yeux numériques ne nous remarquent. Les gendarmes et les policiers furent tous équipés de caméras piétonnes, leurs véhicules de dashcam et de smartphones sécurisés dotés d'applications. Un ami à moi, qui était un haut gradé de la gendarmerie, un soir, est venu me voir l'air inquiet. Il avait, tout comme moi, suivi un cursus dans l'informatique avant d'embrasser une carrière militaire, là où moi, j'étais devenu ingénieur. Il est passé à la maison. Il était en uniforme et équipé des nouveaux joujoux qu'il avait reçus la veille. Sur son torse, une sorte de petite GoPro équipée d'une vision infrarouge. « Il y a une puce 5G dedans, c'est relié à Internet », m'a-t-il dit. « Ce truc enregistre tout. Ça part vers les serveurs du ministère de l'Intérieur. » Mon ami a ensuite dégainé un smartphone noir pourvu d'une coque visiblement très solide. Il a ouvert une appli, SNIS Gendarmerie. Il a pointé sa GoPro vers moi. Mon visage est alors apparu sur son téléphone, mais aussi toutes mes données personnelles. « Il y a tout sur tout le monde », m'a-t-il dit, le regard inquiet. Il m'a tendu son téléphone, j'ai commencé à scroller. Il y avait un paquet de trucs, genre vraiment beaucoup. Il y avait même des photos de mes proches, mes photos Instagram, les derniers SMS que j'avais envoyés, les jeux vidéo auxquels je joue. « Ça marche aussi avec les plaques d'immatriculation. Je peux aussi taper manuellement le nom de n'importe qui. » m'a expliqué mon ami. Il a ensuite ouvert un onglet, verbalisation. « Tu ne risques rien à me montrer tout ça ?» lui ai-je demandé. « Non, c'est encore en phase de test. Vu que je suis bien placé dans la hiérarchie, j'ai un accès admin. » Il est revenu sur l'onglet verbalisation. Il y avait un historique de toutes les amendes que je m'étais prises au cours des dernières années. « C'est pas tout, » m'a-t-il dit. « Je peux te coller une amende immédiate. » Juste après, il a appuyé sur un bouton et mon téléphone a vibré. Bouh, bouh. SNIS infraction. Votre compte bancaire a été débité de 35 € pour test.infraction.test. Pour contester, cliquez sur le lien suivant, snisinfraction.gouv.fr/infraction 01 22 33 20. J'ai froncé les sourcils. Mon ami gendarme a repris. C'est pour ça qu'ils ont voté la verbalisation automatique et que l'État peut maintenant accéder au compte bancaire de tout le monde. J'ai vu passer des circulaires. Ils vont mettre en place des centaines de nouveaux motifs d'infraction. Ce que je viens de te faire voir, c'était qu'une infime partie de ce que prépare l'État. Là, je t'ai fait une démonstration manuelle, mais tout le système va être automatisé d'ici quelques mois. Des algorithmes de détection des comportements, et non pas des humains, auront le droit de nous mettre des amendes.
Et la justice dans tout ça, ai-je demandé. Ils vont légiférer pour que les infractions générées par le SNIS soient jugées rétroactivement. En gros, vu que ça va concerner des petits montants, ils vont faire en sorte que les contestations soient un parcours du combattant et qu'il n'y ait pas besoin qu'un juge intervienne. Mon ami gendarme m'a ensuite montré l'onglet « Équipage » de son application. On pouvait voir, en temps réel, sur une carte Google Maps, la position de tous les véhicules de gendarmerie du secteur. En interne, on appelle ça Uber Police. Si je place un repère sur la carte et que j'appuie sur ce bouton, tous les flics du secteur vont rappliquer. Nom de Dieu, mais c'est diabolique ce truc, ai-je soupiré. C'est pas fini, reprit mon ami en m'invitant à me rapprocher de ma fenêtre. Tu vois mon véhicule ? Oui. Il a ensuite appuyé sur un nouveau bouton de son appli. Les gyrophares se sont allumés et une étrange silhouette noire s'est détachée du toit de la camionnette avant de décoller. C'était un gros drone. Sur son téléphone, mon ami pouvait voir ce que voyait ce drone dont le bourdonnement menaçait de réveiller tout le quartier. D'ici 2 ans, tous les véhicules de police et de gendarmerie en seront équipés. Ce sont des drones d'assistance non létaux. Ils servent à filmer ? Ai-je demandé ? Oui, mais pas que. Tout comme ma caméra, ils sont reliés au SNIS. Ils peuvent scanner les visages, les véhicules, éclairer une zone, suivre une voiture ou un piéton. Je peux aussi le faire parler, larguer des grenades lacrymogènes et taser des gens. Ils disposent même d'un mode automatique quand on arrête quelqu'un. Au moindre geste suspect, ils t'électrocutent. Avant que mon ami ne reparte, je lui ai demandé « Tu imagines les dérives possibles ?» Il m'a simplement répondu « Si je suis venu te voir à une heure aussi tardive, c'est justement parce que je n'endors plus la nuit. » Je venais d'avoir un avant-goût de la dystopie qui nous pendait au nez. Ça n'a pas manqué. Quelques mois plus tard, la presse s'est de nouveau mise à parler du SNIS. L'Assemblée nationale venait de voter une loi autorisant la sanction immédiate des infractions numériquement constatées avec jugement rétroactif. Si le SNIS nous repérait, on devenait coupable par défaut jusqu'à ce qu'un juge étudie notre dossier et nous rembourse éventuellement notre amende. Le problème, c'était que le SNIS allait constater des dizaines de milliers d'infractions par jour. Surtout que dans la foulée, le gouvernement avait fait voter un régime des micro-infractions. De tout petits délits qui justifiaient une verbalisation immédiate et automatisée. Il suffisait d'être vu par une caméra en train de pisser contre le mur d'une église pour que notre téléphone se mette à vibrer dans la minute. Les députés de l'opposition ont fait de mieux pour contester ce nouveau régime d'infraction, mais ils étaient minoritaires et n'avaient que des arguments moraux à opposer à des arguments techniques venant de la majorité. La morale versus la technique. Dès que le SNIS est véritablement rentré en service, on a connu une phase de transition progressive. En gros, pour habituer les gens à la verbalisation automatisée, ils n'ont au début ajouté qu'une infime partie des délits dans leur système. Ça a commencé par les excès de vitesse, vu que les gens étaient déjà habitués au radar. Puis ensuite, il y a eu les mégots de clopes. Une clope jetée par terre ? Une caméra thermique a été alertée par le fait qu'un objet chaud s'éloignait de votre visage avant de s'écraser au sol. La caméra a reconnu votre visage. Et votre visage renvoie à votre ICNF. Et votre ICNF renvoie à votre compte bancaire. Mais également à votre numéro de téléphone. Votre téléphone vibre. Bou, bou. SNIS infraction. Incivilité détectée le 18 mai 2039 à 13h17, rue Vaugelas, à Annecy. Votre compte bancaire a été débité de 35 €. Pour contester les faits, cliquez sur le lien suivant. Numéro de dossier ABZ 615 29. Vous tentez alors de filouter. Vous cliquez sur le lien pour tenter une contestation. Quelle idée de merde. Vous voici sur une page web. En haut se trouve votre nom, votre prénom, vos coordonnées et votre photo d'identité. Un peu plus bas se trouve un rappel de l'infraction et un clip vidéo de 10 secondes où on vous voit clairement jeter la cigarette. Infraction constatée par 3 algorithmes différents. Cliquez ici pour demander l'examen par un juge ou substitut du juge. Temps d'attente estimé pour les traitements, 5 semaines. Toute contestation injustifiée entraînera une majoration de l'amende à 350 €. Vous acceptez votre sort, vous rangez votre téléphone, vous vous remettez en route. Vous vous dites que ce n'est pas si mal après tout, que c'est même plutôt bien ce genre de système. Au début, beaucoup de gens auraient été d'accord avec vous. Il y avait une partie de l'opinion publique qui était en faveur du SNIS, très en faveur même. Ça aidait vraiment à résoudre beaucoup de crimes. Les gens n'étaient pas conscients du véritable fonctionnement du système. Beaucoup de criminels, à l'intellect peu développé, effectivement, laissaient des traces numériques de leurs crimes et infractions. On avait tous déjà vu des abrutis se filmer sur Snapchat, Twitter ou Instagram alors qu'ils commettent un crime. Le SNIS
grâce à des algorithmes de deep learning et un tracking des réactions sur les réseaux sociaux, était capable, en quelques secondes, de savoir si une vidéo, de par sa piste sonore, son image ou les réactions qu'elle générait en ligne, était une captation de comportements criminels récents. Le SNIS, grâce à des algorithmes de deep learning et un tracking des réactions sur les réseaux sociaux, était capable, en quelques secondes, de savoir si une vidéo, de par sa piste sonore, son image ou les réactions qu'elle générait en ligne était une captation de comportements criminels récents. Grâce à la reconnaissance faciale, aux métadonnées des fichiers ou tout simplement au compte des abrutis qui se filmaient, l'algorithme était capable de déterminer avec 99% de précision l'ICNF d'une bande de voleurs, par exemple. Il n'y avait plus qu'à récupérer la position GPS des téléphones incriminés. En l'espace de seulement 4 minutes, il y avait 2 drones non létaux sur place, prêts à taser les contrevenants dès leur sortie du magasin qu'ils venaient de voler. 5 minutes de plus et 3 voitures de police étaient sur place. Si d'aventure, les criminels parvenaient à fuir, les caméras de surveillance sur leur parcours, mais aussi leur téléphone, serviraient à suivre leurs traces. Le tout était retransmis en direct sur les smartphones des policiers, qui leur proposaient automatiquement le trajet le plus optimisé pour mettre en place une embuscade. Les taux d'interpellation et d'élucidation des crimes ont explosé. On n'arrêtait pas de voir des reportages sur ça à la télé. Les émissions du type 90 minutes enquête faisaient un carton. C'était de vrais blockbusters. Moi, ce qui m'inquiétait, c'était que dès que le SNIS vous catégorisait comme personne à arrêter, vous ne pouviez plus vous planquer, à moins de vous débarrasser de votre téléphone, de votre smartwatch, de votre PC, de votre bagnole, de votre carte d'identité, de votre télé connectée et d'éviter les centaines de caméras qui jonchaient les rues et les drones qui survolaient les quartiers sensibles. Masquer son visage, c'était une chose interdite et ça levait des alertes. Quand bien même on trouvait des feintes, les caméras pouvaient aussi reconnaître les gens à leur démarche. Ah, et devinez quoi ? Depuis quelques années, les fabricants de chaussures avaient l'obligation de planquer des puces RFID dans les semelles des gens. Les drones pouvaient vous identifier grâce à vos godasses. Il fallait également abandonner l'idée d'utiliser votre propre argent. Tout étant numérique et tracé. Je vous rappelle que le liquide n'existait plus. Si tu voulais survivre sous les radars, c'était mission quasiment impossible. Ce qui était terrible, c'est qu'on n'avait pas l'impression de vivre sous un régime problématique. Comprenez ceci, il n'y avait pas de soldats dans les rues, l'État ne rythmait pas nos journées, on vivait normalement. C'était juste que, à la moindre toute petite infraction, tu étais niqué. Ça rendait un peu parano, mais beaucoup s'y étaient habitués. Je me souviens, au bar, je discutais souvent avec des amis pro-SNIS qui soutenaient à fond ce nouveau système. Normal, ils avaient des petites vies bien rangées, un petit boulot. L'argument qui revenait souvent, c'était celui du « je n'ai rien à cacher ». Ça m'énervait au plus haut point. Surtout que quand tu émettais des réserves, soit c'était que tu avais des trucs à cacher, soit que tu étais un complotiste. Quand un pote me balançait le fameux « j'ai rien à cacher, moi », je lui répondais « très bien, déverrouille ton téléphone et laisse-moi regarder toutes tes conversations privées. Je veux aussi une copie de tous les snaps que tu envoies, même si tu es à poil. Il me faudra également le nom des 5 dernières personnes que tu as rencontrées, ton dossier médical et les clés de chez toi afin que je puisse installer des caméras. Je veux aussi pouvoir consulter librement ton compte bancaire pour voir comment tu gères tes dépenses. » Souvent, on me répondait « mais t'es malade ou quoi ?» Et moi je répondais « bah non, tu m'as dit que tu n'avais rien à cacher. » Car rien avoir à cacher, c'était tout avoir à montrer. D'autres arguments en faveur du SNIS m'énervaient tout autant, comme par exemple cette pépite d'esprit simpliste. De toute façon, Google et Facebook nous espionnent déjà, alors un de plus, un de moins. C'est vrai, mais ce sont des entreprises qui cherchent à optimiser leurs profits à l'aide du ciblage publicitaire et de la revente des données. Le SNIS, c'est un service du ministère de l'Intérieur, nom de Dieu. Je doute qu'ils veuillent vous envoyer de la publicité. C'est l'État, pas une boîte privée. Les gens ne se rendaient pas compte à quel point le SNIS était une machine infernale et toute puissante. Surtout qu'une fois la mise en service complétée, ils ont ajouté des nouvelles infractions. Acte 4. Le temps des dérives. Pour la majorité des populations, les émeutes des années précédentes et le risque de guerre civile appartenaient au passé. On avait arrosé les gens avec le Fonds de solidarité des populations européennes et l'État maîtrisait plus que jamais l'espace public, mais aussi une très grande partie de l'espace privé grâce à la citoyenneté numérique et au SNIS, le système omnipotent du ministère de l'Intérieur. Mais le répit serait de courte durée. Les masses endormies n'allaient pas tarder à sentir le vent tourner. Bientôt, le SNIS, qui jusqu'à présent jouissait d'une assez bonne image auprès du public, s'est avéré être un outil de plus en plus répressif. De nouveaux motifs d'infraction, tous plus débiles les uns que les autres, furent ajoutés au fil des mois dans le système. Les gens commençaient à crouler sous les amendes. 35 € par-ci,
50 € par là, une majoration ici, une autre là. Le pire, c'était les amendes pour excès de vitesse. Ils ont considérablement abaissé les seuils de tolérance des caméras radars. C'était devenu de vraies machines à fric. 1 km/h au-dessus de la limitation, c'était une prune dans la minute. Certaines personnes, qui n'en pouvaient plus, se sont résignées à prendre les transports en commun. Ça intéressait beaucoup le gouvernement que les gens renoncent à leur autonomie de mouvement. D'autant que maintenant, les portiques étaient équipés de reconnaissance faciale. Ça rendait beaucoup plus fluide l'accès au métro et au train. Les grands groupes d'assurance, voyant l'exaspération provoquée par les amendes à tout bout de champ, mirent en place, avec la bénédiction de l'État, une couverture des micro-infractions. Pour une somme mensuelle assez élevée, on pouvait être immunisé contre la plupart des micro-infractions. Enfin, on pouvait tout de même se taper des malus en cas d'abus. Les personnes les plus aisées se jetèrent sur ces services d'assurance. Les plus pauvres, en revanche, pouvaient rarement se permettre d'y souscrire. Selon notre niveau de vie, on n'était plus tout à fait traité de la même manière d'un point de vue légal. Un beau jour, le ministère de l'Intérieur est allé un peu plus loin. Les algorithmes du SNIS, qui scannaient déjà en permanence les réseaux sociaux, furent autorisés à verbaliser les atteintes à l'honneur. Une manière grossière de s'attaquer à la liberté d'expression, mais ça marchait quand même. Vous pouviez, du jour au lendemain, vous taper une amende pour avoir insulté quelqu'un sur Twitter. Un compte Twitter égale un ICNF égale un compte bancaire égale un numéro de téléphone égale une identité. Imaginons que vous soyez mineur et que vous ne possédiez pas de compte bancaire. Ça pouvait encore arriver, mais c'était une chose plutôt rare. Vous vous dites que vous ne craignez rien. De toute façon, c'est juste du troll, un passe-temps comme un autre, que vous pratiquez caché derrière votre pseudonyme et votre avatar représentant un personnage de manga. Vous vous croyez à l'abri, vous n'avez que 14 ans. Mais il n'en est rien. Le SNIS s'en fout. Il a votre identité et celle de tous vos proches. C'est le téléphone de votre père qui vibre. SNIS infraction. Votre enfant Benjamin s'est rendu coupable d'incivilité sur le réseau social Twitter, en date du 18 mai 2040 à 20h30. En conséquence, votre compte bancaire a été débité de 5 €. Cliquez sur ce lien pour contester. Numéro de dossier ABZ 611 23. Vous êtes alors redirigé vers un PDF qui contient toutes les données incriminantes ainsi qu'une capture d'écran du tweet. Ça vous fait marrer ? Vous vous dites que ce n'est que 5 € après tout. Une bêtise de votre enfant. Mais il y a un second SMS qui arrive juste après. SNIS notification. L'infraction numéro ABZ 611 23 concernant votre enfant a été automatiquement transmise à l'Éducation nationale et pourra faire l'objet d'un ajout à son dossier scolaire. Car oui, le droit à l'oubli, à l'erreur de jeunesse, est devenu une chose très floue. Depuis le SNIS, la moindre petite infraction te suivait toute ta vie. Pire encore, sur les plateformes du type Parcoursup, le fait d'avoir un grand nombre d'infractions SNIS à ton actif pouvait te rendre inéligible à certaines études. Enfin, officiellement, tu perdais juste des places dans le classement, mais c'était du pareil au même. La quantité colossale d'informations dont disposait le SNIS permettait également de faire des statistiques et du profilage, de trier les gens. C'était d'une précision redoutable. En Europe, contrairement à la Chine, on n'a pas trop voulu noter les gens, alors on a trouvé un truc un peu plus subtil, qui revenait au même. Les États ont permis à des entreprises privées, notamment spécialisées dans le management, d'accéder aux données du SNIS via une API. Certains cabinets de consulting ont alors créé une chose appelée spectre de la citoyenneté. Un joli nom pour un joli diagramme fait de nuances de vert, d'orange et de rouge. Ça permettait de connaître le niveau intellectuel des gens, leur capacité de projection, leur niveau de vocabulaire, leur degré de respect de l'autorité, leur créativité, leur adaptabilité aux situations. Bientôt, les chefs d'entreprise se sont mis à faire appel à ces fameux cabinets de consulting qui, pour quelques centaines d'euros, fournissaient un PDF de 50 pages indiquant pourquoi telle ou telle personne serait bonne ou mauvaise à l'entreprise. Comme la discrimination à l'embauche était toujours interdite et que le spectre de citoyenneté s'inscrivait dans une sorte de flou juridique, les employeurs pratiquaient maintenant une forme de discrimination au salaire. À compétences égales, une personne ayant un spectre de citoyenneté moins avantageux qu'une autre aurait un moins bon salaire. On était arrivé à ce stade terrible où nos doubles numériques, les versions de nous dont disposait le SNIS, étaient tellement entremêlées à notre vraie vie qu'elles l'influençaient. Nous étions nos données et nos données, c'était nous. Ce qui contrôlait nos données, nous contrôlait nous. Suite aux révélations très courageuses d'un petit journal et d'un groupe de hackers, nous avons appris que dans les plus hautes sphères de l'État, le SNIS était utilisé pour favoriser les élites. En effet, à l'aide de pots de vin ou de simples liens d'amitié avec des personnes ayant des accès de haut niveau, il était possible de faire disparaître des informations compromettantes. Pire encore, d'en créer à partir de rien.
Il y avait une jeune étudiante qui avait accusé un ministre de viol. Toutes les preuves étaient dans les fichiers du SNIS. Ça allait même sortir dans la presse. Le ministre en a été informé avant tout le monde. Il a appelé des hauts gradés du ministère de l'Intérieur. Quelques minutes plus tard, toutes les preuves avaient disparu. La plainte déposée au commissariat, effacée. Le rapport médico-légal, effacé. Le mail qui venait d'être envoyé à la presse, effacé avant d'avoir été ouvert. L'historique des échanges entre la jeune femme et le ministre, effacé. L'historique GPS des téléphones de la jeune femme et du ministre, prouvant qu'ils s'étaient rencontrés, effacé également. Historique des caméras de surveillance sur leur parcours, effacé. Le crime lui-même restait, mais toutes ces preuves n'existaient plus. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont ensuite utilisé le SNIS pour falsifier les données de la victime. Le dossier médical de la jeune étudiante avait été trafiqué. Elle, qui était bien portante et saine d'esprit, était maintenant considérée comme atteinte de graves troubles paranoïaques. D'un syndrome de persécution, elle était devenue dangereuse pour elle et pour les autres, à interner d'urgence. Quelques dizaines de minutes plus tard, elle serait embarquée par les pompiers sans rien comprendre à ce qui se passait. Le SNIS était une saloperie. Avec ce système, on pouvait réécrire la vérité à la volée. On ne savait plus ce qui était vrai ou faux. Mais il y avait une erreur qui avait été commise par le ministre. C'est que les écrans du ministère de l'Intérieur, et plus particulièrement ceux du SNIS, voient leur flux vidéo enregistré 24 heures sur 24. Des hackers ont pu récupérer le flux vidéo qui montrait très clairement les falsifications des données. L'affaire était si énorme que l'État n'a pas pu empêcher les médias d'en parler. Même les chaînes d'infos en continu y consacrèrent quelques minutes. Fallait pas trop en demander. Le tout-puissant SNIS permet à ceux qui le contrôlent de contrôler la vérité. Alors que ce fabuleux système était censé nous protéger du pire, il servait bien souvent à le masquer. Combien de victimes ignorées, combien de puissants dont les crimes avaient été effacés. L'État, en situation de faiblesse, demanda aux propriétaires des grandes chaînes d'information d'influer sur la ligne éditoriale pour qu'on ne parle plus de cette affaire. Et ça a fonctionné. Mais les gens étaient toujours en colère, d'autant qu'on venait d'apprendre que l'algorithme du SNIS était doté de certains biais d'extrême droite. Par exemple, sur Twitter, si vous traitiez quelqu'un de fasciste, c'était une atteinte à l'honneur et vous vous preniez une amende. En revanche, si vous traitiez une personne de sale gauchiste ou même d'islamo-gauchiste, vous n'étiez pas sanctionné. On pouvait également remarquer que d'une manière générale, les articles de presse et les comptes sociaux marqués comme étant à gauche étaient moins bien référencés que ceux marqués à droite. Entre ça et l'immense scandale des accès administrateurs, il y eut des manifestations gigantesques. Démocratie en danger, fasciste à l'Élysée. Des dizaines de milliers de personnes se rendirent dans les rues de Paris. Pour ne pas être repérées par la reconnaissance faciale, elles mirent des masques. Mais les gens avaient oublié que l'outil principal dont se servait le SNIS pour les espionner, c'était leur téléphone. Alors que la manifestation avait été autorisée et qu'elle se déroulait bizarrement plutôt bien, le cortège se heurta à un immense cordon de CRS. Les manifestants stoppèrent. Les gens regardèrent les policiers et les policiers les regardèrent. Ils se faisaient face dans un silence que seule la trentaine de drones qui volaient au-dessus des têtes de tout le monde perturbèrent. Les policiers s'écartèrent pour laisser passer un haut gradé. C'était le préfet de police. Il était armé d'un mégaphone. La manifestation vient d'être interdite. Soumettez-vous à l'autorité. Dispersez-vous. Soudain, les milliers de téléphones qui se trouvaient dans les milliers de poches des manifestants vibrèrent. Bouh, bouh. SNIS infraction. La manifestation à laquelle vous participez vient d'être interdite par la décision du préfet de police. Vous disposez d'un délai de 10 minutes pour quitter les lieux, sans quoi une amende de 1 500 € sera automatiquement prélevée sur votre compte bancaire. C'était la démonstration que le droit de manifester n'existait presque plus. L'immense majorité des gens, dans des situations extrêmement précaires, se dispersèrent. Certains voulurent rester pour en découdre avec la police. Leurs téléphones vibrèrent de nouveau. Bouh. SNIS infraction. Il vous reste 2 minutes pour vous disperser. Les drones non létaux passeront ensuite en mode automatique. Et bientôt, au-dessus des têtes, tandis que les policiers restaient plantés là, les drones se mirent à larguer des lacrymos et à taser des gens qui s'emparaient de projectiles. Attention, attention. Police nationale, assistée par équipage robotisé. Le rassemblement auquel vous participez a été interdit. Conformément à la loi, nous procédons à votre dispersion. Attention, attention. Police nationale, assistée par équipage robotisé. Ce qui était terrible avec les algorithmes automatisés du SNIS,
c'était qu'ils appliquaient la loi. Rien que la loi et toute la loi, fussent-elles débiles, contradictoires et inhumaines. Le gouvernement avait réussi son coup. Les gens, fussent-ils dans un état de colère légitime, n'osaient plus manifester et ne disposaient plus d'aucun levier pour faire changer les choses. Ce qui était tout aussi grave, c'était qu'une petite mélodie commençait à résonner dans les médias. Une mélodie très marquée à droite. Pour se déresponsabiliser des tensions en cours dans le pays, les politiques ont commencé à parler d'ennemis intérieurs. La diversion était grossière, mais ça marchait sur les plus âgés et les plus démunis. Des faux citoyens, des faux Français venus pour nous déstabiliser, pour détruire notre culture et la remplacer par la leur. Ils étaient aidés par les gauchistes corrompus, leurs alliés naturels, ceux-là même qui manifestaient quelques jours plus tôt, mais aussi par les gens de leur famille, déjà implantés en France depuis plusieurs générations, qui s'engraissaient grâce au Fonds de solidarité pour les populations européennes. C'étaient des parfaits boucs émissaires. C'étaient les migrants climatiques, qui arrivaient par millions aux portes de l'Europe, parce que leur pays était devenu invivable. Comme on ne savait pas quoi en faire de ces gens, on allait les criminaliser d'office. Le plus effrayant, c'est que ce petit discours, cette petite musique était en boucle sur presque toutes les chaînes d'information. Mais au-delà de ça, on n'en parlait pas qu'en France. C'était également la mélodie qui se jouait en Italie, en Espagne et même en Allemagne. Ça ne sentait pas bon. L'heure était à la xénophobie. Comprenez ceci, l'instabilité climatique était un enjeu civilisationnel majeur. On n'allait pas tarder à ressentir des manques de ressources. Les premières pénuries commençaient à se dessiner. Les États avaient tous pris des tournants sécuritaires et commençaient à trier les gens. Les populations commençaient à comprendre qu'on se foutait de leur gueule et qu'on leur imposait des restrictions de liberté toujours plus terribles. Il fallait une soupape, ce seraient les étrangers. Acte 5. L'extrême droite au pouvoir. Alors qu'un peu partout, des dirigeants d'extrême droite arrivaient au pouvoir, que ce soit en étant élus au poil de cul, comme en France, 51%, ou en trafiquant les résultats du vote numérique, comme en Espagne ou en Italie, l'Union européenne donna plusieurs milliards d'euros à des sociétés privées chargées de renforcer les frontières de l'Europe. Ces grands groupes, dotés de budgets quasi limités et de mandats les autorisant à recourir à la violence, commencèrent à construire d'immenses camps de rétention de migrants. C'est resté pendant très longtemps un secret, mais encore une fois, des hackers parvinrent à obtenir des images et des documents confidentiels. Plan de sauvegarde culturelle de l'Europe et des nations. C'était ignoble. La phase 1, la plus discrète, consistait à créer d'immenses zones de transit pour les flux migratoires. C'était en fait des zones de rétention gigantesques, où des dizaines de milliers de personnes qui fuyaient leur pays allaient rester enfermées indéfiniment. Ils étaient en transit, dans une espèce de flou législatif permanent. Une fois dans ces endroits, vous étiez dans les systèmes SNIS ou équivalents. Impossible de vous échapper. Des drones faisaient le tour et repéraient toutes les personnes cherchant à fuir. Les plus chanceux, si on pouvait appeler ça de la chance, étaient réexpédiés dans leur pays. C'était débile et inhumain. Des bateaux entiers, remplis d'hommes, de femmes et d'enfants, qui les renvoyaient d'où ils venaient en quelques jours, alors qu'il leur avait fallu des mois pour venir. Chez eux, on crevait de faim, de soif, de maladie, et des guerres que tout cela avait engendrées. On crevait aussi de chaud. Il faisait de plus en plus chaud sur cette maudite planète. Mais surtout, le dérèglement climatique était tel que des zones autrefois habitables étaient devenues désertiques. Le seul moyen de rentrer en Europe, c'était d'avoir des compétences particulières et recherchées. C'était des mois de paperasse, et dans tous les cas, vous aviez une période d'inclusion culturelle obligatoire en centre de rééducation. Aux frontières des États, nous, c'était en Alsace, furent créés des centres de rééducation à la citoyenneté. C'était puant. Vous vous souvenez des camps de Ouïghours en Chine? Eh bien, on a fait la même saloperie dans toute l'Europe. Le plus drôle, c'est que ce sont des entreprises chinoises qui ont eu l'immense honneur de bâtir tout cela avec notre argent. Sur le territoire national, le SNIS avait été configuré en mode facho. Il n'y avait pas d'autre mot. Il suffisait d'avoir un nom à consonance étrangère, qu'on te détecte comme portant un voile ou une djellaba sur des photos, que tu ne parles pas souvent français, que tu ailles à la mosquée pour qu'on t'ajoute à la liste de traitements prioritaires. Ça marchait aussi si tu étais connu comme militant de gauche ou ayant des amis militants. Ça faisait un sacré paquet de monde. J'ai entendu dire que critiquer trop souvent le gouvernement sur les réseaux sociaux, même en privé, pouvait provoquer le même résultat.
Les gens recevaient une convocation pour une journée de sensibilisation à la citoyenneté française. Ils devaient ensuite se rendre dans un des fameux centres. On leur offrait les billets de train. C'était très cynique. Si vous refusiez d'y aller, vous étiez privé de revenus universels. Et dans tous les cas, les flics passaient vous récupérer pour vous amener de force à la gare. Ça ne servait à rien d'essayer de fuir. Le SNIS vous avait à l'œil. Une fois sur place, les convoqués ne ressortaient parfois qu'au bout de plusieurs mois. Quand ils ressortaient. Au programme, sport, jardinage, cours de français, de morale, cours d'histoire et diverses tests de patriotisme et de conscience nationale. T'avais intérêt à avoir une sacrée bonne note si tu voulais sortir. Mes voisins ne sont jamais rentrés. Leurs maisons et leurs biens ont été revendus par l'État. J'ai appris plus tard que de ces camps de rééducation sortaient régulièrement des bus bondés de gens qualifiés comme étant non rattrapables. Ils étaient amenés par centaines dans des gares SNCF fermées au public et entourées de CRS et de drones. On donnait aux malheureux des billets de TGV pour une autre gare qui soi-disant servait de hub pour qu'ils puissent ensuite rentrer chez eux. On leur faisait croire que leur calvaire était fini. Il ne faisait que commencer. Les TGV, bondés de policiers et de groupes de sécurité privés, allaient en fait à Marseille. De là, les gens étaient de nouveau placés dans des bus en direction d'un port conçu pour la remigration. C'était un moment terrible, car les gens comprenaient immédiatement qu'ils n'allaient jamais rentrer chez eux. Ceux qui protestaient étaient drogués ou tasés. On plaçait alors tout le monde dans d'immenses porte-containers. Les containers avaient été aménagés de sorte à en faire des cabines de fortune. C'était en fait des cellules avec à peine de quoi vivre. Parfois jusque 15 personnes étaient entassées dedans. On amenait les gens dans des zones de transit pour les flux migratoires qui venaient d'être bâtis en Afrique du Sud. Des milliers et des milliers de gens issus de l'immigration ou opposants au régime en place. Chaque jour, ils partaient des côtes italiennes, françaises et espagnoles. La plupart des gens mouraient en tentant de revenir. On ne les tuait pas vraiment, c'était bien plus vicelard. Les gouvernements créaient juste les conditions qui leur permettraient de les laisser mourir. Comme ça, ils étaient déculpabilisés, ils ne les avaient pas tués. Maintenant, souvenez-vous de ce que je vous ai dit en introduction. Tout cela a été permis par des données. C'était des petites données, somme toute inoffensives. Juste des petits bouts de texte et de chiffres, des caractères dans des bases de données. Nom, prénom, date de naissance, adresse, appartenance religieuse, filiation. Des données. Des petits bouts de données qui ont été utilisés par les services de l'État pour sélectionner des gens, des familles entières et les mettre sur des bateaux direction la mort. Juste parce qu'une petite case, une toute petite donnée dans leur dossier indiquait qu'il fallait envoyer à l'adresse de ces gens des policiers français, tôt le matin, les forcer à prendre un minimum d'affaires, les entasser dans des camions et les regrouper avant de les envoyer à la gare pour un long périple dont presque aucun ne reviendrait. Tout cela était légal. Ignoble, mais légal. Vos données vous appartiennent, votre vie privée aussi. Quelques bribes d'informations peuvent faire basculer une vie. Peut-être pas la vôtre, c'est possible. Mais ça peut être celle d'un frère, d'un voisin, d'un parent ou d'un ami. Accepter collectivement la surveillance de masse, c'est légitimer des futurs hypothétiques dans lesquels ce récit deviendra vrai. C'était un texte très dur à écrire pour moi, mais je voulais le faire. C'était une dystopie, la lente marche des causes et des conséquences vers le pire. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à la liker et à la partager. À très vite pour de nouvelles histoires, cette fois-ci moins sombre et teintée de magie. C'était Super Flame, c'était 50 pages de script. Au revoir.